Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on a souvent tendance en tant qu'investisseur, notamment lorsqu'on démarre, eh bien, essayer de copier, des modèles. Donc, alors ou s'inspirer, des modèles. Donc, ce qu'on va couvrir aujourd'hui dans la vidéo, c'est, le modèle de Giverny Capital et de son, propriétaire François Rochon, qui lui-même s'est inspiré, notamment de, Warren Buffett et Charlie Munger. Ce qui pourrait être intéressant aussi au travers de cette vidéo, c'est de faire un petit peu, le parallèle avec ma méthode d'investissement puisqu'il y a beaucoup de points communs, mais il y a également, des points, qui diffèrent et ce sera assez intéressant justement, alors pas forcément de comparer, mais de mettre un petit peu en perspective, mon approche avec celle, qu'utilise François Rochon. On démarre avec un avertissement, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors sur la méthode donc de Giverny Capital, on va regarder sous différents angles. Le premier point en fait, c'est la partie philosophie, puis on va voir un petit peu les caractéristiques, principales, qu'utilise, François Rochon dans sa méthodologie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Giverny Capital a été créé en 1993 par François Rochon. Donc la société pratique un investissement de type quality value avec un horizon très long terme. Donc là, ce sont 2 caractéristiques également que j'utilise, donc des sociétés, quality, value et puis, donc un horizon de long terme puisque mon horizon, d'investissement est supérieur à 10 ans. Alors François Rochon répète souvent qu'il cherche à acheter des entreprises extraordinaires à des prix ordinaires. Donc l'idée, en fait, derrière cette citation, c'est de dire: «On va chercher du qualitatif, mais par contre, on ne souhaite pas le payer à n'importe quel prix». Alors, pour information, donc Giverny Capital a une vingtaine de positions dans le portefeuille. On verra quelques principales, positions, notamment pour illustrer cette vidéo. Une rotation annuelle qui est relativement faible, à moins de 10 et une durée de détention qui est supérieure à 10 ans. Alors vous avez un graphique de performance historique de Giverny Capital par rapport au SP500 qui est l'indice de référence. On peut voir que globalement sur les, 15 premières années, c'est-à-dire de 93 ici à 2008, on a une légère surperformance de Giverny Capital et ensuite on a une accélération qui va se faire à partir de la 15e année. Donc, c'est quand même intéressant, de noter que, finalement, un stock picker qui va sélectionner des, actions de qualité, risque de voir vraiment la surperformance par rapport à un indice de référence accélérer, mais dans un futur relativement lointain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une approche de stock picking, il faut, surtout pas, paniquer si effectivement dans les premières années, on fait à peine mieux ou un peu moins bien que l'indice de référence. Si on a bien choisi les actions, et on verra sur quels critères François Rochon, sélectionne ses actions, il n'y a aucune raison qu'on ne surperforme pas l'indice, puisque l'indice reprend un panier d'actions, en l'occurrence ici SP500, mais si on compare en France par rapport au CAC 40, si vous prenez les meilleures entreprises qui surperforment le CAC 40 de manière régulière, il n'y a aucune raison qu'à moyen et long terme, vous ne fassiez pas mieux que l'indice. Alors, 3 points clés à retenir. Le premier point, c'est la concentration. Donc, selon Rochon, pas besoin d'avoir 150 lignes dans son portefeuille, 20-25 positions. Chaque investissement est une conviction forte, pas une diversification passive. Le deuxième point, donc, c'est l'horizon d'investissement qui est plutôt du buy and hold, donc avec une notion de patience. Alors, c'est quelque chose que j'essaye également d'appliquer sur mes investissements. Et le troisième point, c'est la sélectivité, c'est-à-dire les capacités à trouver, alors à rechercher et trouver des entreprises exceptionnelles avec des avantages compétitifs durables. On va en parler juste après la notion de moat. Et également, François Rochon s'attache également à juger de la qualité du management. On verra également quelles sont les caractéristiques qui sont recherchées au niveau du management. Alors, le premier concept, c'est pas un concept très innovant chez Giverny Capital, il est plutôt repris de Warren Buffett et Charlie Munger, c'est le concept de moat ou d'OUV. C'est un avantage compétitif qui est durable, alors dans le temps. Différents types de moat. Vous avez par exemple un moat qui est lié à l'effet de réseau. Plus il y a d'utilisateurs, plus le service devient précieux. Un exemple, Visa, Mastercard, mais on peut donner également comme exemple Netflix ou Uber. En fait, vous pouvez développer une application qui géolocalise un véhicule et puis mettre en face une offre de service, donc une personne qui se propose de véhiculer une autre personne, moyennant bien sûr une transaction commerciale. Si vous n'avez pas d'utilisateur, aussi belle soit votre application, eh bien en fait, elle ne sera pas couronnée de succès.
Donc ce qui joue et effectivement, c'est l'effet de réseau. C'est-à-dire, c'est pas l'application en tant que telle qui a de la valeur, c'est le nombre d'utilisateurs. Un autre exemple, c'est effectivement, les applications de réseaux sociaux où le nombre, d'utilisateurs, ben, va donner la valorisation en fait la valorisation du modèle économique puisque derrière on va par exemple, se rémunérer non pas en demandant un abonnement auprès des utilisateurs, mais au travers de la publicité. Le deuxième type de mode, c'est le coût de changement. C'est effectivement avoir une solution, proposer une solution et avoir des utilisateurs entre guillemets «captifs». Pour eux, le fait de changer de fournisseur sera très coûteux et risqué. Donc ce qui conduira effectivement, le, client à garder la solution et éventuellement, si on est capable de faire évoluer la solution au travers d'options, au travers de nouvelles versions, au travers de partenariats, on pourra effectivement conserver, le client. Alors c'est le cas par exemple des éditeurs de logiciels avec, un exemple qui est donné, c'est Constellation Software. Alors ces entreprises sont des entreprises qui font partie du portefeuille de Giverny Capital. Donc Constellation Software sont plutôt des logiciels de type verticaux, par exemple des logiciels pour, des garagistes, pour des coiffeurs et cetera. Et là, en fait, c'est, relativement difficile pour un professionnel de changer, de fournisseur, notamment s'il a pris des habitudes d'utilisation avec un fournisseur ou tout simplement si toutes ces données, y compris par exemple les calculs automatiques de comptabilité et cetera, sont inclus dans le logiciel. C'est relativement compliqué ensuite de changer, de logiciel. Troisième type de mode, c'est un avantage de coût, une infrastructure, une échelle impossible à répliquer. Par exemple, Copart, on peut donner l'exemple, aussi des infrastructures cloud qui permettent, grâce à du scaling, de pouvoir baisser les coûts puisque, l'infrastructure va être utilisée par plusieurs, centaines, voire milliers, de clients et donc on a la possibilité à la fois de négocier avec les fournisseurs, l'approvisionnement, c'est-à-dire les achats et puis derrière impacter, sur les coûts, d'utilisation. Le quatrième point, c'est la marque ou pricing power. Vous pouvez créer par exemple des vêtements avec des étoffes de qualité, vous aurez tout à fait du mal à vendre vos vêtements. Heu, Derrière, si on appose sur le même vêtement, une marque, par exemple LVMH ou Hermès, tout de suite le prix du vêtement va prendre énormément de valeur. Donc là, ce qu'on comprend, c'est certes un niveau de qualité important au niveau des articles, mais également un effet de marque puisque, la marque permettra un pricing power, une capacité notamment à augmenter les prix sans perdre de clients. Et enfin, le dernier point, un type de mode, c'est des actifs intangibles qui sont liés par exemple à des propriétés intellectuelles, hein, des brevets, des licences ou une réglementation protectrice. On peut prendre le cas ici de Moody's et Standard & Poor's Global. Un peu plus près de chez nous, on peut prendre le cas par exemple des opérateurs télécoms, puisque la licence est délivrée par l'État et qu'elle est limitée, bah, cela limite énormément l'entrée d'un nouvel acteur et donc forcément derrière, même s'il n'y a pas entente sur les prix, du moins, les opérateurs existants, peuvent se partager 100 du gâteau. Donc en moyenne, s'il y a 4 opérateurs télécoms sur le marché, ça fait en moyenne une part de marché de 25. Alors ça, c'est pour, le concept de mode, donc ça paraît assez, simple à comprendre. Donc lorsqu'on va analyser une entreprise, eh bien, on va regarder par exemple, est-ce qu'elle possède un mode et quel est ce type de mode? Alors vous avez quelques exemples qui sont donnés, Visa, Mastercard, Constellation Software. Alors, un graphique permettant d'illustrer la puissance du mode, c'est l'impact sur les marges à long terme. Donc on va regarder un indicateur, la marge opérationnelle en pourcentage et puis on va regarder comment elle évolue dans le temps. Donc si elle a tendance à se maintenir, voire à croître, on a ici une entreprise avec un mode qui est très fort, c'est la courbe en vert. Par contre, si la marge opérationnelle a tendance dans le temps à baisser, c'est qu'il y a des concurrents qui proposent soit des solutions alternatives ou des solutions similaires, par exemple, à moindre coût. Et donc l'entreprise, pour s'adapter à la concurrence, elle est obligée de baisser, par exemple, ses prix, ce qui aura un impact direct sur la marge opérationnelle. Ou alors, il faudra qu'elle fasse un peu plus de dépenses marketing, de vente, etc. Donc ça, c'est tout simplement pour illustrer comment on peut identifier une entreprise qui a un mode fort en regardant un indicateur qui a la marge opérationnelle en pourcentage. Ensuite, François Rochon va regarder un autre indicateur qui est le Return on Invested Capital, qui va mesurer combien de bénéfices une entreprise génère pour chaque euro de capital investi dans ses opérations. C'est la métrique la plus importante pour évaluer la qualité de l'entreprise. Alors, je vous mets ici la formule. Le ROIC, c'est tout simplement le résultat opérationnel multiplié par 1 moins le taux d'imposition. Donc, on va retrancher donc l'impôt au résultat opérationnel et on va diviser tout ça par le capital investi. Pour François Rochon, idéalement, ce serait d'avoir un ROIC supérieur à 15%. Or, pourquoi le ROIC est crucial? Eh bien, tout simplement, si on compare deux entreprises, une entreprise qui a un bénéfice net de 10 millions d'euros
et une autre qui a également 10 millions d'euros, mais pour cela, le capital investi pour l'entreprise A est de 50 millions milliards d'euros et 200 milliards d'euros pour l'entreprise B, le ROIC de 20% pour la première entreprise, ce qui est excellent, et seulement de 5%, ce qui est médiocre selon Rochon. Donc pour Rochon, si on regarde effectivement les principales entreprises dans son portefeuille, on voit que surperforme en termes de ROIC, le ROIC moyen du Standard & Poor's qui est de l'ordre de 10%. Vous avez à gauche un graphique qui vous montre ici l'effet de composition du ROIC, puisque si vous avez un ROIC qui est de 20%, ça veut dire effectivement que d'année en année, vous avez de plus en plus d'argent qui peuvent être utilisés, alors soit pour investir dans une croissance organique externe ou éventuellement du rachat d'actions, etc. Et donc donner beaucoup plus de valeur à l'entreprise elle-même. C'est ce qu'on appelle l'effet de composition du capital. Alors pour Rochon, ce qu'il faudrait, c'est un ROIC minimum recherché de plus de 15%, idéalement supérieur à 20%, et surtout, on va regarder la cinématique dans le temps. Il faut que ce ROIC soit stable sur plus de 10 ans. Alors moi, à titre personnel, le ROIC, c'est pas un indicateur que je regarde, principalement, c'est plutôt le return on equity, qui prend un indicateur un peu plus avancé que la marge opérationnelle. Alors cela dit, effectivement, on peut tout à fait prendre les deux et regarder l'évolution des deux dans le temps. Heu, alors la notion également d'analyse dans le temps, très importante, hein, puisque lorsqu'on va analyser une action sur les fondamentaux, notamment lorsqu'on va regarder les KPI comme le ROIC ou le ROE, c'est bien d'avoir des outils qui vous permettent de donner une dynamique et un suivi dans le temps de ces indicateurs. Alors soit sur les 10 dernières années, soit par exemple sur les 10 derniers trimestres. Alors pour cela, généralement, il faut souscrire à des abonnements. Donc moi j'utilise 2 outils. Le premier outil, c'est Bagger et le deuxième outil, c'est Stock Analysis. Vous avez en description de la vidéo des liens qui vous permettent de souscrire à ces outils avec un code qui vous permet d'avoir une réduction. Alors l'autre point également que va regarder Rochon, c'est la qualité du management. Donc quelques critères qui vont être regardés, c'est est-ce que les dirigeants de l'entreprise ont une participation au capital et est-ce qu'elle est significative, ce qu'on va appeler le skin in the game. Bien sûr, c'est très important également que les dirigeants, en termes de rémunération, soient alignés sur le long terme avec la perspective donc de croissance de long terme de l'entreprise. On peut donner un contre-exemple. Carlos Tavares, par exemple, ex-PDG de Stellantis, n'avait pas forcément une rémunération qui était alignée sur le très long terme, mais plutôt le court moyen terme, ce qui a provoqué derrière notamment des erreurs industrielles sur notamment sur les moteurs. Il n'y a pas eu suffisamment non pas de R&D, mais de tests entre guillemets des moteurs où on aurait pu effectivement détecter des problématiques, notamment sur les courroies. Donc ce qui pose un gros problème ensuite sur le long terme et donc une dépréciation très forte du cours qui est advenue dans les années qui ont suivi effectivement le lancement des moteurs, par exemple PureTech. La communication, ce qui est important également pour François Rochon, c'est une communication transparente et honnête sur les erreurs. Donc un exemple, Zuckerberg avait reconnu une certaine erreur sur les surinvestissements dans le métaverse, eh bien, il a su tout à fait stopper ces investissements et puis ensuite repartir très fort sur d'autres horizons. L'horizon décisionnel 10-20 ans, ça c'est important, et éventuellement une politique de rachat d'actions, notamment lorsque l'action est sous-évaluée. Donc ça peut être un guideline. À titre personnel, je ne regarde pas trop ces aspects-là, mais effectivement, ça peut être intéressant lorsqu'on va analyser de manière plus approfondie une entreprise sous l'angle du management, de regarder ces 5 critères. Alors vous avez un exemple, Warren Buffett, par exemple, il détient une part massive de Berkshire Hathaway, et il n'a jamais vendu une seule action, et sa rémunération est symbolique, 100 000 $ par an. Donc la stratégie et l'approche de Warren Buffett est tout à fait alignée avec ses actionnaires. Alors vous avez ici un graphe qui donne la corrélation de participation du management et la performance sur le long terme. Vous pouvez voir Berkshire Hathaway, c'est 45% d'ownership et on a une performance annualisée de 18%. Donc il y a vraiment, on voit que sur des sociétés comme Copart, Constellation, Visa et Mastercard, il y a un alignement entre ici la participation du management au capital et la surperformance de l'entreprise. Alors ensuite, on arrive à un point également qui est important, c'est acheter une entreprise extraordinaire à un prix ordinaire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut évaluer le prix de l'action. Donc pour cela, on peut faire un calcul assez simple. On va prendre le bénéfice d'une action, le bénéfice actuel d'une action. On va prendre le taux de croissance attendu, par exemple ici 12% pendant 10 ans, et puis on va multiplier donc ce bénéfice par 1,12 fois puissance 10, donc 10 années
en puissance, puisque ce sont l'équivalent d'intérêts composés, on arrive à 15,50. On va prendre un price earning ratio moyen, par exemple, si 18, et on va multiplier 15,50 par 18, et on trouve un cours qui serait le cours théorique à 279 € dans les 10 prochaines années. Si le cours actuel de l'entreprise est de 120 €, on va recalculer un taux annualisé de croissance qui vous donne une croissance moyenne, par exemple, de 9%. Est-ce que ça correspond effectivement à un prix d'achat d'une action? Si la réponse est oui, c'est le moment de rentrer à l'instant T sur l'action. Alors ça, c'est un mode de calcul qui est utilisé, par exemple, par de nombreux investisseurs. À titre personnel, je n'utilise pas ce système. J'utilise plutôt les droites de régression avec un prix moyen que je projette sur les 5, 10 ou 15 prochaines années. On arrive souvent à des calculs qui sont relativement similaires, à part, par exemple, pour des startups ou pour des entreprises dont le business model a fortement évolué, où les croissances moyennes sur les 20 dernières années n'ont peut-être plus rien à voir avec le nouveau business model. Alors vous avez ici une illustration de la projection de la valeur, la croissance du bénéfice par action et la valorisation qui vont de pair sur les 10 années projetées. Alors, François Rochon met quand même en alerte le piège du PER. Il ne faut pas forcément regarder un PER en tant que tel. Il faut souvent regarder un PER par rapport notamment à une industrie. Le PER, par exemple, dans les sociétés du luxe, est beaucoup plus fort qu'un PER dans une société comme le pétrole ou l'industrie. Généralement, c'est également lié aussi à la consommation capitalistique en fait du secteur sur lequel agit l'entreprise. Alors pour cela, au niveau du PER, ce qu'on peut regarder, c'est non pas le PER en tant que tel, mais un PER moyen sur, par exemple, les 5 ou 10 dernières années, pour voir si effectivement le PER actuel est supérieur ou inférieur à ce calcul de moyenne. Alors, il y a des gens qui utilisent par exemple un price earning ratio de Shiller qui fait une moyenne, je crois, sur les 5 ou 10 dernières années, ce qui est un élément assez intéressant à prendre en compte. Alors, François Rochon déclare dans sa lettre annuelle 2018 « Notre plus grande source de rendement provient d'entreprises que nous détenons depuis plus de 10 ans ». Ça, c'est important, la détention sur le long terme. La patience n'est pas seulement une vertu, c'est notre principal avantage compétitif face aux investisseurs institutionnels soumis à la pression des résultats trimestriels. Nous, en tant qu'investisseurs personnels, individuels, on a énormément de chance puisqu'on ne subit pas la pression du marché. La seule pression qu'on peut éventuellement subir, c'est la pression de nos finances personnelles qui peut être liée soit à un événement donc familial ou personnel, un divorce par exemple, la vente d'une maison, la séparation, etc., ou une perte d'emploi par exemple, qui ferait que effectivement on a une pression sur le fait de devoir par exemple vendre des actions ou simplement liquider un portefeuille complet. Alors ensuite, on va regarder l'allocation du capital. Donc ça, c'est également un point à titre personnel que je regarde pas trop en détail. Ce que je regarde sur l'allocation du capital, c'est le payout ratio, c'est-à-dire quelle est la part du bénéfice qui est reversé sur les dividendes. Je regarde éventuellement le rachat d'actions, puisque ça peut être un bon complément au versement de dividendes, notamment lorsqu'on est sur un compte titre ordinaire. Et puis le niveau d'endettement de l'entreprise et les capacités que peut avoir notamment le free cash flow à rembourser en fait les dettes de l'entreprise sur le moyen ou long terme. Ici, François Rochon conseille de regarder 6 aspects de l'allocation du capital, l'utilisation de la trésorerie ou du cash pour une croissance interne, donc croissance organique. Ça peut être par exemple la réalisation d'une nouvelle usine, le lancement de nouveaux produits en interne, etc. Ça peut être de la croissance externe via des acquisitions. Donc on a parlé dividendes, rachat d'actions et remboursement de dettes ou tout simplement gonfler la trésorerie. C'est ce que font par exemple les Google, Amazon ou Microsoft qui ont une trésorerie ou encore Apple qui ont des trésoreries pléthoriques. Alors quelques exemples qui sont donnés ici sur des options et des bons usages sur ces différents aspects. Alors je vais passer, vous pouvez faire un arrêt sur image si vous souhaitez pour regarder un peu plus en détail quel est le bon usage et le mauvais usage. Alors l'approche face au cycle économique, donc Giverny ignore délibérément les prévisions macroéconomiques. Personne ne peut prédire les récessions, les taux d'intérêt ou les mouvements de marché avec fiabilité. C'est notamment vrai, notamment lorsqu'on a des dirigeants à la tête de pays très importants qui prennent des décisions qui peuvent avoir un impact subit sur les marchés. Donc François Rochon a maintenu ses positions dans des entreprises de qualité et a même renforcé certaines positions quand les valorisations sont devenues attractives. Ceux qui ont vendu par peur ont souvent racheté
plus haut par la suite. Ça, c'est un biais psychologique qu'ont les gens. Ils achètent au plus haut et ils vendent au plus bas, alors qu'en fait, il faut logiquement faire l'inverse. Donc tout ça pour dire en fait qu'il faut, à partir du moment où on a sélectionné des entreprises de qualité et sur lesquelles on a de fortes convictions, il faut pouvoir supporter un drawdown relativement important qui peut être lié à un facteur géoéconomique, par exemple, ou macroéconomique, qui puisse arriver. D'où le fait qu'à titre personnel, je ne mets pas de stop loss sur les positions sur le long terme, puisque je peux accepter des baisses même relativement fortes sur mes différentes positions. Ce sera pour moi l'occasion de renforcer celle-ci. Alors ensuite, pour résumer un petit peu l'ensemble de la vidéo, donc une checklist qui est donnée par Giverny Capital en 7 points. Le premier point, c'est la compréhension du business. Alors ça, c'est ce que dit également Warren Buffett. N'achetez pas une entreprise dont vous ne comprenez pas le business. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que est-ce que je connais la dynamique concurrentielle d'une entreprise et est-ce que je peux expliquer, par exemple, à un enfant de 10 ans comment l'entreprise gagne de l'argent en 2 minutes? Si ce n'est pas le cas, eh bien, vous passez à une autre entreprise. Le deuxième point, c'est identifier l'avantage compétitif durable, le MOT. Le troisième point, c'est des évaluations donc, sur des KPI, le ROIC qui doit être élevé et stable dans le temps. Le quatrième point, la qualité du management, le skin in the game et on va dire le fait que le management communique de manière transparente. Le cinquième point, l'allocation du capital. Le sixième point, la valorisation raisonnable, ne pas acheter une entreprise à n'importe quel prix, même si elle est de qualité. Et le septième point, le test de la détention long terme. Est-ce que je suis à l'aise de détenir une entreprise pendant 10 ans sans regarder le cours de bourse? Alors moi, je dirais autrement, est-ce que je suis à l'aise avec une ligne de mon portefeuille si cette ligne perdait 50%, par exemple, du jour au lendemain? Donc si je regarde mon top 5 dans mon PEA, je suis tout à fait à l'aise de voir, par exemple, un Total Énergie passer de 55 à moins de 30 euros. Pour moi, c'est l'opportunité du siècle pour renforcer cette ligne. Pareil pour Air Liquide, Vinci, par exemple. Voilà, donc vous avez ici un exemple de répartition sectorielle du portefeuille de Giverny. On voit que principalement, focus à 50% sur 3 secteurs, services financiers, technologie, consommation. Donc selon Rochon, il n'est pas nécessaire d'avoir une diversification complète du portefeuille. Alors, on va terminer avec notamment ici donc une citation de François Rochon: «Ne jamais vendre une entreprise de qualité simplement parce qu'elle semble chère. Le coût d'opportunité de vendre trop tôt une entreprise exceptionnelle est généralement sous-estimé». C'est là où je peux différer légèrement. Moi, j'utilise les droites de régression avec les écarts types. Lorsqu'une action est à plus des écarts types, pour moi, c'est une anomalie, on va dire positive. Ça peut être un bon moment pour, pas forcément sortir, mais vendre une partie des positions, puisque si on a un pari, si une entreprise croît de 6%, c'est-à-dire qu'il faut à peu près 7 ans on va dire à peu près 7 ans pour revenir sur les 2 sigma, et donc je fais le pari, lorsque je vends un 2 sigma, que l'entreprise, dans les 7 ans à venir, va corriger et revenir sur des cours un peu plus raisonnables. Voilà, mais effectivement, je comprends, notamment sur des entreprises qui ont des croissances très, très rapides, genre 20% quel que soit le moment où vous rentrez sur le cours d'entreprise, même s'il est relativement élevé, le temps va faire un effet, notamment sur le prix le PRU, en fait, de la ligne que vous possédez. Alors, donc, quelques exemples de positions emblématiques de Giverny Capital. Vous pouvez voir donc le type de MOT, le ROI estimé et la durée de détention. Donc, une des leçons qu'on peut retenir de Giverny Capital, c'est que la détention long terme est souvent une clé du succès des portefeuilles. Donc, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai démarré vraiment de manière sérieuse à investir dans mes portefeuilles il y a 5 ans, donc il faut encore un petit peu de temps avant de pouvoir constituer et visualiser un effet boule de neige qui devrait arriver, à mon avis, entre 5 et 10 ans. Donc pour moi, il faudra encore un petit peu patienter. Je pense avoir fait des choix sur des entreprises de qualité. Voilà, c'était la méthode Giverny Capital. Donc ces informations sont données à but éducatif uniquement et ne constituent pas un conseil en investissement. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.